merci à toi pour ton invitation. Évidemment, les colloques en distanciel n'ont pas le charme de ceux en présentiel, mais c'est quand même bien pratique pour converser comme ça, outre-Atlantique, outre-Méditerranée, ou même simplement Nice-Paris, Nice-Lyon. Donc, merci et bravo pour votre organisation. Donc, je vais essayer, moi, de vous parler beaucoup plus modestement que ce qu'on a entendu précédemment, des corpus d'apprentissage en lien direct, vous l'avez compris, avec le deep learning, avec le machine learning, puisque cette notion d'apprentissage, semble-t-il, est la clé de ce qu'on appelle un peu rapidement, de manière générique, l'intelligence artificielle. La machine serait intelligente parce qu'elle apprendrait des données et par un phénomène de généralisation sur lequel je reviendrai un petit peu, ou vous poserez des questions là-dessus plutôt, parce que c'est compliqué la généralisation, mais la machine non seulement apprendrait, mais donc accroîtrait ses connaissances et produirait des connaissances nouvelles. Donc même si on n'est pas dupe de ce deep learning, même si on n'est pas dupe de l'intelligence artificielle, je crois qu'il convient de réfléchir aujourd'hui sur cet objet, le corpus d'apprentissage. Alors, pour en parler, il me faut quand même m'arrêter sur deux cadrages sur ce qu'est un corpus à mes yeux et ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, j'allais dire. Vous dire en gros, selon la formule un peu éculée, d'où je parle quand je parle aujourd'hui de corpus d'apprentissage. Alors, je parle, on va dire, des années 2000, un moment où, on en parlait un peu hier, la linguistique chomskienne s'effrite un peu, où l'impérialisme de la grammaire générative s'effrite et où le corpus s'impose quand même dans notre discipline, où la linguistique de corpus, au sens là aussi très générique, je ne rentre pas dans les détails, mais où le corpus est non seulement pratiqué, donc on a tous fait beaucoup d'études sur des corpus, des vrais corpus, j'allais dire de chair et d'os, en tout cas de texte. Donc il y a une pratique, mais il y a aussi une théorisation du corpus dans ces années, donc on va dire 2000, autour de ces années 2000. Je ne cherche pas du tout à être exhaustif dans l'histoire ou à être très précis dans les dates, mais il y a donc autour de ces années 2000 beaucoup de théorisation, beaucoup de réflexion sur la notion de corpus. Donc il y en a à l'échelle évidemment internationale, sans doute au Brésil, évidemment dans le monde anglo-saxon, mais je citerai ici simplement les références des gens qui participent au colloque, mais on a été marqué en France, par exemple, par la réflexion de Bénédicte Pincemin et de François Rastier, des genres à l'intertexte, puis de François enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus. Donc il y a toute une typologie, une réflexion théorique sur les corpus, et cette intervention, en quelque sorte, voudrait être très modestement, et je vous renverrai donc du coup la balle, par exemple à Bénédicte, mais pour ajouter à cette typologie des corpus de travail, des corpus de référence, etc., cette notion de corpus d'apprentissage, puisque je parlais de balle, ça rebondit sur pas mal de choses que vous avez bien établies, mais qui conviendrait peut-être de prolonger. On reste marqué par le jeu de mots de François Rastier, donc le théorème d'Archimède ou d'Architexte plutôt, tout texte plongé dans un corpus en reçoit des déterminations sémantiques, donc c'est quelque chose de très fort, me semble-t-il, dans cette appropriation par l'herméneutique de la notion de corpus. Donc je me situe de ce point de vue-là pour essayer de réfléchir maintenant sur les corpus d'apprentissage. En gros, le global détermine le local et le corpus est la forme matérielle, la forme formalisable, la plus nette, la plus claire de cette globalité, sans convoquer des choses extérieures à lui, la culture de façon générale, par exemple. Modestement, moi, j'avais proposé de réfléchir sur la notion de corpus réflexif, ces corpus qui, l'ensemble des textes, en quelque sorte, constituent l'intertextualité de chacun, et chaque texte éclaire son voisin dans le corpus. Donc là aussi, une vision du corpus de façon très dynamique, j'allais dire, et très heuristique. Tu le disais, Mathieu, dans ton introduction, très herméneutique peut-être. Je me permets de faire juste, puisque je parle des années 2000, référence à la naissance de la revue Corpus en 2001. Et puis un dernier lieu d'où je parle un peu plus précis quand même, je voulais le signaler parce qu'une des diapositives va directement faire écho à ça. Je parle quand même de l'ADT, ou de la logométrie, de la textométrie, de la lexicométrie,
un endroit où le corpus n'est pas simplement un idéal, mais une réalisation, de manière un peu paradoxale. Le corpus n'est pas une virtualité, même si c'est un corpus numérique, mais quelque chose que l'on a matérialisé, saisi. Il n'y a pas seulement des principes généraux ou idéaux, il y a des textes que l'on a ou non saisis, j'aime bien le mot de saisir, qu'on a saisi en corpus. Donc, c'est de là d'où je parle, pour essayer de réfléchir aujourd'hui au corpus d'apprentissage. Et pour résumer toute cette réflexion un peu théorique, on est à peu près d'accord, je pense ici, pour vivre le corpus non comme le cercueil de données, mais comme le berceau du sens. Donc le corpus n'est évidemment pas un sac de mots, n'est évidemment pas un recueil inerte de données, mais au contraire comme le lieu de la maïeutique du sens, l'endroit où on va construire des parcours interprétatifs par contraste, par saillance, par traitement quantitatif s'il le faut. Mais je crois qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Et l'idée toute simple de cette intervention, c'est de réinvestir ce savoir que nous avons, ou cette vision que nous avons du corpus, dans cette notion de corpus d'apprentissage, ne pas se dessaisir de tout cet apport pour au contraire le prolonger dans le cadre de l'intelligence artificielle, donc autant que de l'ADT. Le deuxième point que je voulais évoquer comme cadrage, c'est la question de l'intelligence artificielle. Et là, je parle des années 2010, on va dire, non pas que l'intelligence artificielle date simplement des années 2010, sans remonter au perceptron, on a des études notamment sur le texte de Collobert en 1998, mais bien avant, évidemment. Mais c'est à partir des années 2010, avec la puissance des machines et les cartes graphiques qui augmentent d'une part, et puis surtout l'explosion du nombre de données, qu'on a vu ce développement de l'intelligence artificielle qui devient aujourd'hui incontournable. Et je renvoie au bouquin qu'on a édité avec Laurent Vanni. François Restier a eu la gentillesse de collaborer sur l'intelligence artificielle des textes, des algorithmes, à l'interprétation, et sans résumer trop à la hache le contenu de ce livre, mais c'est se réapproprier, on va dire, l'intelligence artificielle, c'est essayer de faire passer l'intelligence artificielle de fonctions très positivistes, notamment de classification, vers des fonctions, en ce qui nous concerne, plus linguistiques, de description de texte, donc passer du prédictif au descriptif, et essayer de se servir donc des algorithmes pour faire émerger des motifs linguistiques, notamment des saillances linguistiques qui nourrissent le cercle herméneutique, notre interprétation au quotidien des textes. C'est en gros, comme le dit bien Bachimon, c'est imaginer non pas une machine qui pense, mais une machine qui donne à penser, et en l'occurrence, puisqu'il s'agit de textes, qui serait capable effectivement de mettre au jour les artefactures textuelles, les structures textuelles, la textualité, sinon le texte lui-même. Donc, c'est ce que j'ai résumé ici dans l'idée donc du révélateur de l'architecture, l'artefacture textuelle, l'intelligence, l'artefact, j'allais dire, computationnel, pourrait mettre au jour l'artefact textuel. Ça serait l'idéal et ce vers quoi on tend. Alors, concrètement, corpus d'apprentissage dans le deep learning, comment ça marche? Alors, je reviens sur un schéma très classique, mais je voudrais tout simplement insister sur ce qui est en rouge à gauche de l'écran. Tout commence par le corpus. On pourrait reprendre la formule biblique. Au commencement est le corpus, un corpus donc partitionné en n textes, et ces n textes, on cherche à les retrouver à la fin du processus du traitement deep learning, c'est-à-dire dans la tâche de classification, dans donc la tâche de prédiction, comme on appelle. Les n textes qu'il y a au début ont été appris et sont restitués en quelque sorte en sortie. C'est aussi simple que ça, et ça évidemment fait écho à pas mal de choses que l'on peut faire, nous, en analyse de données textuelles classiques. Alors,
quand même, je présente un petit peu plus le graphique pour dire qu'on commet évidemment 2 crimes sur le texte. Le premier, c'est de diviser le texte en extraits, en général un extrait de 50 mots ou 75 mots, c'est-à-dire que tous les textes et tout le corpus va être saucissonné en extraits de mots, et ce sont ces extraits qui vont être classés ou non comme appartenant au texte 1, texte 2, texte 3, etc., et forcer l'apprentissage jusqu'à arriver à un bon taux de réussite de la classification de ces extraits, retrouver l'identité de ces extraits, un extrait de Macron, comme étant bien un texte de Macron. Donc, c'est le premier crime. C'est un crime puisqu'on le fait un peu à la hache, 50 ou 75 mots, ou 100 mots, ou 200 mots, comme vous voulez, mais on ne reprend pas la notion, par exemple, de paragraphe, qui serait mieux établie philologiquement et sémantiquement, tout simplement. Donc là, on est sur des fenêtres. Et puis, le deuxième crime est très classique dans tous les traitements informatiques du texte, en statistique comme ailleurs, c'est la tokenisation. C'est-à-dire que le texte est décomposé en mot 1, mot 2, mot 3, et jusqu'à la fin du texte, jusqu'à la fin du corpus, on regarde ainsi chacun des mots. L'opération suivante est classique, finalement, et Jean-Guy en a un peu parlé, c'est ce que l'on peut appeler la vectorisation d'une certaine manière. En tout cas, c'est l'attribution de valeurs numériques, une représentation numérique, ici, à chacun des mots. On attribue à un mot une série de nombres, 75, je crois, dans notre modèle, ou peu importe, mais beaucoup de nombres, qui identifient ce mot, un peu comme la série de nombres 1, 70, 08, 06, sur ma carte de sécurité sociale, m'identifie comme individu. 1 parce que je suis un garçon, 70 parce que je suis né en 70, 08 parce que je suis né en août, 06 parce que je suis né dans les Alpes-Maritimes. Eh bien là, on peut imaginer donc une caractérisation numérique des mots en fonction d'un certain nombre de critères que justement la machine explore, essaye, corrige, modifie, on appelle ça la backpropagation, pour essayer de donner la représentation la plus pertinente du mot 1, puis du mot 2, etc. Nouvelle opération, ce sont les fameuses couches cachées. C'est ici un travail de convolution, c'est une abstraction du texte avec une mention assez particulière sur l'intelligence artificielle qui fait qu'à cet endroit-là, elle est supérieure à la statistique textuelle habituelle, puisque par convolution, chaque mot est pris non pas isolément, donc il y a eu certes une tokenisation criminelle dont je parlais, mais grâce à la convolution, le mot est replacé et traité dans une fenêtre, en l'occurrence de 5 ou 6. Et un mot, donc, est pris dans son contexte et évalué, codé, à nouveau numérisé, une représentation numérique du mot dans son contexte, tant et si bien que dans Je pense donc je suis, le premier jeu, comme on l'a montré dans plusieurs graphiques, dans nos publications, le premier jeu n'a pas la même représentation à proprement parler que le deuxième. Chaque mot, au fond, devient un apax, et ici, on s'approche sans doute par ce phénomène, on va dire, de contextualisation, de cotextualisation. On s'approche un peu plus pertinemment de la textualité que lorsque l'on opère une tokenisation sauvage, juste une concaténation de lettres prises entre deux blancs. Là, on est sur un début de contextualisation. Et enfin, donc, la dernière étape est la classification. Je le redis, chacun des extraits doit être de départ, chacun doit être attribué à un des N textes qui sont montrés. Et si la machine n'y arrive pas, on lui demande de s'entraîner à nouveau, de modifier les données, de rejouer avec la convolution, de rejouer avec la représentation numérique jusqu'à un résultat satisfaisant. Reste ce qui est en rouge à droite de l'écran, la vaste question et la vaste prétention de l'intelligence artificielle qui, une fois cette classification opérée sur un corpus d'apprentissage clos sur lui-même et que l'on a bien identifié, il y a une prétention dite de généralisation. C'est-à-dire que ce qui a été repéré pour classer de manière pertinente un extrait de Macron au locuteur Macron, au
texte de Macron, ces phénomènes-là vont être considérés un peu comme des universaux, comme des caractéristiques un peu des caractéristiques pertinentes et absolues qui vont permettre de traiter des textes anonymisés, des textes inconnus, des textes hors corpus d'apprentissage, donc par ce phénomène de généralisation. Et c'est là où, évidemment, on peut se poser quelques questions sur ce changement de pied, hein, entre épuiser un corpus au départ et puis prétendre en sortir pour témoigner de quelque chose d'autre. Alors, précisément, la diapo suivante est une tentative pour montrer que, quelque part, ces corpus d'apprentissage sont très proches des corpus que moi je connais, mais des corpus que peut-être on connaît tous, à savoir ces corpus d'analyse de données textuelles, des corpus de logométrie, avec quelques grands critères, mais la liste est ouverte et je vous invite à enrichir moi, cette intervention qui reste modeste. Mais par exemple, la notion de contrastivité, qui est une des notions absolument clés, me semble-t-il, des corpus, et qui, en statistique textuelle, est absolument impérieuse. Hein. On ne peut faire de la statistique que sur un corpus de contraste, mais on le sait, c'est impérieux en logométrie, mais c'est aussi quelque part impérieux en sémantique. Hein. Je connais mon catéchisme rastyrien, mais le sens n'est pas en référence, mais en différence, et quelque part cette contrastivité met en scène du corpus, je veux dire, met en scène les possibilités de différence à l'échelle vraiment globale, mais où on va pouvoir repérer effectivement des régularités, des saillances, des contrastes. Et ça, c'est le cas donc en analyse de données textuelles. Eh bien, c'est le cas aussi dans le corpus Deep Learning. Comme me le disait Laurent Vanny, effectivement, pour faire de la classification, il faut qu'il y ait des classes. Donc, au départ, on a, je disais, n textes, on a plusieurs textes et on doit retrouver ces classes à la fin du traitement. Juste, j'ai mis un « mais » parce que c'est là où il y a peut-être des nuances. C'est amusant de constater qu'en statistique, si le contraste est violent, alors les résultats seront d'autant plus probants. Plus on va pouvoir mesurer de différences quantitatives entre deux locuteurs, plus l'indice de spécificité ou autre va être pertinent. En ce qui concerne le deep learning, on sait, les informaticiens savent, que s'il y a des contrastes trop violents, la machine s'empare de manière un peu trop évidente de la différence grossière qui lui suffit à la machine pour classer donc, ces textes, et tant et si bien qu'on va arriver à des énormes banalités plus fins pour essayer de retrouver des différences entre les locuteurs, mais des locuteurs qui ne soient pas trop éloignés. Pour dire les choses en ce qui concerne mon travail, si je veux comparer la gauche et la droite, il ne faut mieux pas que je prenne extrême gauche et extrême droite. Je vais avoir des choses très, très violentes et la machine va s'emparer de cette comparaison grossière, pourrait-on dire. Il faut mieux prendre des gens du centre et essayer de voir assez finement si quel observable linguistique la machine va repérer pour distinguer finement quelqu'un du centre gauche versus du centre droit. Homogénéité, c'est la même chose. Il y a une nécessité évidemment en ADT d'avoir des corpus homogènes, notamment d'un point de vue générique, on le sait. Eh bien, c'est aussi le cas pour le deep learning, avec peut-être la nuance que je viens d'apporter, mais j'y reviens. Clôture, très intéressant, puisque évidemment les corpus en ADT sont clos sur eux-mêmes. Les corpus en deep learning sont aussi au départ, le corpus d'apprentissage est clos sur lui-même, mais peut-être de manière moins stricte que dans le traitement quantitatif, où un sou est un sou, comme on dit dans les campagnes, bien, un mot est un mot, et on va compter que les mots qui sont dans le corpus. Et la clôture, donc, effectivement, devient nécessaire et a des conséquences évidentes au niveau notamment du décompte des mots. En ce qui concerne les corpus en deep learning, la machine peut se satisfaire, par exemple, d'abandonner au bout d'un moment le traitement des textes qu'on lui soumet, en considérant que sa réussite, sa tâche notamment de classification, de prédiction, a été atteinte avec des taux satisfaisants, et donc pas la peine d'épuiser nécessairement tout le corpus pour continuer à travailler, et on peut traiter 80% d'un corpus
si les résultats sont bons, inutile d'augmenter toujours le nombre de tests. La taille, et puis je vais pas être trop long et épuiser ce tableau, mais la taille, oui, là aussi, la logométrie, c'est grand, ce qui pose une question sur l'interprétabilité, en tout cas qui pose des questions sur le retour au texte. En ce qui me concerne, j'aime pas trop les corpus de logométrie qui, au-dessus de, par exemple, 3 millions de mots, ça devient compliqué ensuite pour lire les textes. Eh bien, les corpus en deep learning sont encore plus grands, là pour des raisons techniques, pour des raisons d'apprentissage, donc il faut quand même beaucoup de matière. Et donc, du coup, c'est la question de l'interprétabilité qui est plus encore posée que dans le cadre du traitement ADT traditionnel. J'ouvre sur deux questions essentielles qui mériteraient des développements, la question de la supervision et la question de la généralisation. La supervision, c'est une vaste question. Évidemment, les pratiques en ADT sont très supervisées au sens où les textes qui sont traités sont identifiés par leurs métadonnées. Et quand je traite du Macron, je sais que c'est du Macron et je ne cherche pas à le cacher, évidemment. Et le traitement statistique s'appuie précisément sur l'identification de ces métadonnées qui sont donc supervisées, j'allais dire, par l'analyste. En ce qui concerne les corpus deep learning, ils sont aujourd'hui la plupart du temps supervisés, c'est-à-dire ce que je vous ai indiqué précédemment, il y a des classes qui sont identifiées au départ, et puis tâche à la machine de les retrouver en sortie. Donc certes, c'est identifié, sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même des modèles deep learning très savants, très avancés, qui prétendent traiter des données non supervisées, c'est-à-dire, par exemple, mettre un corpus dans lequel on mélangerait plusieurs locuteurs, et sans le dire à la machine, et ça serait à la machine elle-même de retrouver les contrastes inavoués, j'allais dire, du corpus, retrouver les différentes classes, construire des nouvelles classes. Et évidemment, ça change un peu la perspective et une sorte de retournement de la méthode hypothético-déductive, puisqu'il n'y a même plus d'hypothèse de travail sur, tiens, Macron parle-t-il comme ça versus De Gaulle parle-t-il comme ça. Là, on ne connaît pas à l'avance les locuteurs qui parlent dans le corpus, et on retrouve donc, et la machine charge à la machine de retrouver elle-même ces différents contrastes pertinents, qui ne seront peut-être pas d'ailleurs des contrastes de locuteurs, mais peut-être d'autres choses. Généralisation, donc j'y reviens pas, et c'est pourtant l'aspect le plus important. En logométrie, on ne prétend pas faire de généralisation, on épuise son corpus, mais sans avoir tout à fait l'intention de généraliser les conclusions, même si la statistique a toujours un peu cette idée que voilà, si j'ai une chance sur 10 de jouer à pile ou face, de gagner à pile ou face parce que ma pièce est truquée, alors la fois où je vais jouer, je vais forcément perdre, puisque normalement j'ai 9 chances sur 10 de perdre. Donc, bref, on généralise un petit peu nos sorties statistiques, mais c'est quand même pas la pratique habituelle. Là où, dans le deep learning, le vrai traitement commence dans cette phase de généralisation. La phase d'apprentissage est préalable. Et ensuite, le jeu, que je vais vous montrer tout de suite, le jeu, c'est de fournir à la machine des textes qu'elle ne connaît pas pour en faire une description, pour en faire une analyse. Donc, sortir du corpus d'apprentissage. Le corpus d'apprentissage n'est pas une fin en soi, comme le corpus en logométrie, mais bien le commencement du traitement. Alors, précisément, c'est là où je viens à quelques analyses concrètes et ce qui m'amuse sur cette notion de corpus d'apprentissage que j'essaie de un peu théoriser comme précisément ce fameux architexte pour objectiver l'intertextualité que je mets profonde, on met profonde toujours pour faire écho à cette notion de deep learning. Pour dire les choses donc rapidement, j'ai quelques doutes sur la plus-value en matière de description des textes de l'intelligence artificielle. Ça produit de très, très beaux résultats pour caractériser un texte, mais ces résultats sont guère supérieurs à ceux de notre bonne vieille statistique textuelle, de notre traitement logométrique. Pour décrire un texte seulement, je crois que nos indices maintenant pluridécennaux en
en statistique textuelle restent suffisamment performants, sont moins lourds à porter, etc. En revanche, s'il s'agit d'essayer de traiter la notion complexe d'intertextualité, alors on commence à avoir des résultats qui sont un peu amusants, puisque dans le cadre donc, de cet apprentissage de ce corpus contrastif, la machine commence à retrouver des saillances à propos du parler des différents locuteurs qu'on a rassemblés dans le corpus. En l'occurrence, je travaille sur le discours présidentiel, donc j'ai rassemblé De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Et on peut postuler que ce grand corpus est, on va dire, l'intertextualité du discours présidentiel, constitue enfin le corpus de référence, si vous voulez. Mais si je parle d'intertextualité, c'est qu'on peut imaginer que maintenant, tout président qui s'exprime va nécessairement puiser ou être influencé, profondément influencé par ce parler présidentiel, ce parler élyséen qui a été un instant rassemblé en corpus. Et ici, donc, le deep learning est capable non pas simplement de caractériser le parler Macron, mais pourquoi pas il s'agit de demander si la machine ne retrouverait pas dans le texte de Macron des motifs linguistiques, des passages, des saillances, oui, qui rapprocheraient Emmanuel Macron de ses prédécesseurs. Non pas qu'il fasse du plagiat par rapport à ses prédécesseurs, mais parce qu'on peut penser, oui, je le redis, que le genre, notamment le genre présidentiel, le discours présidentiel historique, a pu apposer une sorte d'empreinte sur le parler Macron. Alors, je vous donne 3 résultats vite et je conclus. Je ne sais pas combien de secondes j'ai encore, mais 3 résultats rapides. Bien, Macron, souvent, est influencé par Macron lui-même. Alors, on ne parlera pas d'intertextualité, mais on peut penser qu'il y a une sorte d'identité du locuteur, une identité discursive, qui fait que dans un texte de Macron, la machine reconnaît précisément ses empreintes, ses sauts macroniens de lui-même, donc. Et par exemple, donc, une sortie machine montre cet extrait comme donc c'était un texte qu'il ne connaissait pas de Macron. Je le soumets à la machine, ici à donc Hyperdeep, qui est un module d'hyperbase aujourd'hui, et il dit cette phrase-là est vraiment marquée du sceau du parler macronien. En rouge, vous voyez les lemmes qui expliquent cette identification de ce passage comme étant du Macron, en bleu les formes graphiques et en vert les codes morphosyntaxiques. Et si vous connaissez un tout petit peu du Macron, vous pouvez constater ici la pertinence de la machine qui a réussi à trouver effectivement des passages, notamment remplis de mots en sion. Vous savez que Macron adore cette impression de mouvement grâce aux mots en sion, donc des organisations, transformations. Il va retrouver des mots comme acteur ou acteur européen pour être encore plus précis. Il va surtout retrouver des combinaisons comme acteur européen associé à un verbe au futur. Et là, ça devient une sorte de motif linguistique. Lorsqu'on parle des acteurs européens, alors on est dans une sorte, chez Macron en tout cas, une projection dans le futur. On va retrouver quelque chose de très caractéristique de Macron, c'est cette notion de transformation. OK, la statistique aurait pu le retrouver, mais précédée d'un déterminant démonstratif. Cette transformation qui lui permet de faire vivre précisément un concept qui est mal défini au préalable, mais qu'il peut démontrer ou montrer par ce démonstratif, ce déterminant. Et puis les données, la protection des données, justement, notre souveraineté. Mais souveraineté, c'est quelque chose de très intéressant parce que le mot, la statistique, ne l'attribuerait pas forcément à Emmanuel Macron. Mais si la souveraineté est dans un cadre européen, c'est-à-dire dans une phrase, dans un passage où il y a européen, alors le modèle convolutionnel qui fait donc circuler, glisser sa fenêtre d'observation d'un mot à l'autre et qui donc travaille sur des concurrences d'une certaine manière, va l'attribuer à Macron. Le reste sera plus amusant puisqu'on peut essayer de demander est-ce que dans Macron, on ne trouve pas une intertextualité de Gaulle ou de Mitterrand? Et ici, par exemple, la machine trouve que cette phrase, prononcée le 31 décembre 2018, « on ne peut pas travailler adverbe et gagner plus », eh bien, ça, c'est attribué automatiquement
à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que, en quelque sorte, la machine se trompe dans sa classification de ce passage. Il dit que c'est du Sarkozy, alors que moi, je sais que c'est du Macron. Mais vous voyez qu'elle avait quelques raisons, la machine, de se tromper, hein, avec le travailler. Alors là, on ne peut pas travailler moins et gagner plus, dit Emmanuel Macron, mais on comprend que la machine trouve qu'il y a du sarkozysme derrière cette phrase, avec cet enchaînement à la fois lexical, travailler, gagner, et puis surtout verbe plus adverbe, etc. Plus joli enfin. À partir donc de ce corpus d'apprentissage présidentiel, on peut retrouver ce que la machine trouve comme étant très pompidolien dans la prose d'Emmanuel Macron. Et là, on a des observables linguistiques très complexes, puisqu'il y a beaucoup de zones de ce passage qui sont allumées, qui sont activées, comme on dit. Dans le réseau de neurones, il y a des endroits où le réseau s'allume, et s'allume alors multichannel, comme vous l'avez compris, aussi bien au niveau de la forme graphique des mots que des lemmes, que des codes grammaticaux. Et donc, quelque chose comme uni, virgule, adjectif, virgule, fier de son histoire, eh bien ça va être identifié comme une prose très héroïque, j'allais dire, très littéraire aussi, très nominale, vous l'avez compris, qui est dans mon corpus donné, hein, dans mon corpus d'apprentissage, qui est un intertexte parmi d'autres. Le discours d'Emmanuel Macron, on aurait pu plonger peut-être Emmanuel Macron dans, je ne sais pas, un corpus littéraire ou dans un corpus très actuel, mais dans mon intertexte présidentiel, cette forme très nominale, par exemple, adjectif, virgule, adjectif, virgule, adjectif, et puis avec des grands mots comme histoire, avenir, progrès, talent ou ambitieux, eh bien ça fait écho, selon la machine, plutôt à une prose pompidolienne. Voilà, pour conclure sur les corpus d'apprentissage, j'insiste beaucoup sur le fait que ça reste je pense, à théoriser, qu'il faut faire un addendum, quelque chose, Bénédicte notamment, autour de la typologie des corpus, des différences de corpus. Moi, ici, j'en viendrai simplement à une conclusion très générale, mais rappeler que l'explicabilité ou l'interprétabilité ou même l'intelligibilité des modèles deep learning doivent être au cœur des recherches en SHS. Tout à l'heure, je faisais référence biblique, on va faire une référence historique à Clémenceau, qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. Je crois que le deep learning est une chose trop sérieuse pour être confiée aux informaticiens. Il faut vraiment que les SHS s'emparent de ce type d'outils pour précisément comprendre ou augmenter leur explicabilité, l'interprétabilité des modèles, comprendre comment ça marche, et en feedback, nous-mêmes comprendre comment le texte marche, si la machine le comprend. Vous voyez le cercle vertueux interdisciplinaire que l'on pourrait avoir. Et cette explicabilité, cette interprétabilité, la clé, me semble-t-il, peut-être l'erreur est de croire que c'est dans la compréhension très profonde de l'algorithme qui restera ou qui reste sans doute une boîte noire. Enfin, on ne désespère pas de l'éclairer un peu, mais qui reste en partie une boîte noire. Et je crois que c'est en amont de l'algorithme, dans la théorisation du corpus. Et en ce sens, c'est là où il faut qu'on réinvestisse notre vision du corpus, une vision, allez, je le dis, on va dire herméneutique du corpus, qui en tout cas doit rester à observer et non prétendre être un observatoire de quelque chose d'autre que lui-même, un observatoire notamment de la langue, comme on a pu caricaturer effectivement certains corpus. Là, ça reste au contraire un endroit, je le disais au départ, dynamique, réflexif, et duquel donc ressort le sens. Et si on perçoit le corpus et si on explique en quelque sorte un peu aux informaticiens que ce corpus d'apprentissage n'est jamais qu'un observé en discours, peut-être qu'un certain nombre de biais que l'on sait bien lorsque l'on fait du deep learning, par exemple sur le web, de biais pourront être surmontés et qu'on pourra faire un usage non pas positiviste, non pas magique de l'IA, mais un usage, on va dire,
raisonner. Voilà, je vous remercie. Merci.